Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Réélu pour un nouveau septennat à la tête de l'État du Cameroun, le président Paul Biya ouvre une nouvelle page de l'histoire nationale. Le chef de l'État fait face à une double exigence: consolider la stabilité politique et accélérer la transformation économique du Cameroun, pilier économique de la CEMAC. Quelle trajectoire pour ce nouveau mandat? Quel changement attend le peuple camerounais? C'est le cœur de cette émission et pour en débattre, nous recevons sur ce plateau le professeur Justine Difo, coordonnatrice nationale du réseau More Women in Politics. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci Eugène et bonjour à tous les téléspectateurs de Africa 24. Nous avons également l'honneur de recevoir sur ce plateau Jean-Blaise Gouette, président du MPCC. MPCC, c'est le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci. Bonjour Eugène, bonjour à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Monsieur Isaac Bissala nous fait également l'honneur d'être présent à cette émission. Isaac Bissala est le président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Et bonjour à tous vos téléspectateurs d'Africa 24. Nous avons enfin sur ce plateau Descartes Akonosé, acteur politique et représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Bienvenue dans cette émission, monsieur Descartes. Bonjour à mes compagnons très illustres. Je suis content d'être là. La dernière fois, c'était pendant la campagne. Et aujourd'hui, je reviens avec la victoire de mon président national. Donc, c'était comme ça. La dernière émission m'a apporté chance. Je vous propose, avant d'aller dans le vif de l'émission, de suivre ensemble cet élément et puis on revient sur le plateau juste après. Atangandji, ministre de l'administration territoriale du Cameroun, s'est adressé à la presse nationale et internationale ce 28 octobre 2025 dans un contexte marqué par les tensions post-électorales observées dans certaines localités du Cameroun, principalement dans les régions de l'Est, à l'Ouest et dans le littoral du pays, faisant plusieurs victimes et des pertes matérielles énormes. Le ministre Atangandji a évoqué plusieurs de ces faits, en l'occurrence la destruction d'édifices publics, le pillage des commerces, la destruction de matériel roulant des forces de maintien de l'ordre, survenus à différents endroits du territoire national lors de manifestations non autorisées. Selon le ministre, l'État camerounais reste déterminé à garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, tout en invitant la population à tourner la page des élections présidentielles. Le processus relatif à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 s'est achevé hier, 27 octobre 2025, avec la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à le faire. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, a été proclamé vainqueur de ce scrutin avec 53,66% des suffrages valablement exprimés. Selon le ministre, tous ceux qui seront interpellés dans le cadre de ces manifestations répondront de leurs actes, rappelant que de tels agissements sont condamnés par le gouvernement. Qu'une atteinte à l'ordre public ne sera tolérée et les personnes appréhendées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre en cours, ainsi que celles qui tirent les ficelles dans l'ombre, seront déférées devant les tribunaux. Paul Atangandji rassure notamment les citoyens quant aux mesures prises par le gouvernement pour maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Il a en outre réitéré son exhortation à l'endroit des Camerounais à vaquer normalement à leurs occupations et à demeurer des artisans de paix. Professeur Justine Difo, comme on vient de le voir dans cet élément, le septennat s'ouvre sur des défis de paix. Des troubles sont survenus à la veille de la proclamation du scrutin et après cette proclamation du scrutin qui a donné le président Paul Biya vainqueur. Quelles devraient être, selon vous, les actions prioritaires du président Paul Biya pour amener la sérénité sur l'ensemble du territoire national? Alors, permettez-moi déjà, en tant que coordonnatrice du réseau More Women in Politics, nous avons près de 5000 membres derrière nous.
Et à ce titre, nous représentons la grande majorité de la société civile citoyenne et militante des droits de l'homme. Permettez-moi donc de féliciter le président de la République, son Excellence Paul Biya, parce qu'en tant que juriste, cette page est tournée. Les résultats du Conseil constitutionnel ne font l'ombre d'aucun doute, d'aucun recours. La loi ne prévoit pas qu'il y ait un recours post-proclamation des résultats par l'institution qui est habilitée à le faire. Donc, c'est peine perdue de continuer à tirer les ficelles dans l'ombre pour manipuler la jeunesse. Donc, c'est un grand défi aujourd'hui pour le président de la République, le président de la grandeur et de l'espérance. Grandeur dans une grande nation, cette nation qui est la somme des familles. Nous n'irons pas relire nos cours de première année de droit constitutionnel. Cette grande nation mérite mieux que ça. Il est important donc, c'est le travail que nous faisons déjà. Nous sommes les lieutenants du président Paul Biya. Nous tenons à rassurer les populations de ce que c'est une nouvelle page. C'est une nouvelle page et chaque Camerounais doit pouvoir écrire en lettres d'or sa partition dans ce grand concert, dans cette grande symphonie nationale pour entrer dans l'histoire. Ce n'est pas par les casses, par la violence. Non, nous disons que aux côtés du président Paul Biya, le réseau Women in Politics s'engage, comme nous l'avons d'ailleurs fait à la veille de la proclamation des résultats. Nous avons appelé les mamans, appelé les familles, appelé les femmes à s'engager, à demander à leurs époux. Nous disons dans nos traditions que nos époux, excusez-moi, sont nos premiers-nés parce que vous êtes les... Quand nous allons en mariage, on nous dit, la belle-mère dit, je t'ai donné mon fils, tu es désormais sa nouvelle maman. Et c'est à ce titre que nous avons dit aux mamans, calmez vos maris et maîtrisez ces jeunes, ces enfants. Je pleure, j'ai le cœur fendu quand je vois qu'un jeune enfant que j'ai connu et qui est allé tomber sous le coup de la violence. À Douala, il faisait première année de génie informatique. Il est mort gratuitement parce qu'on lui a dit non, on lui a donné 5 000, 10 000, 15 000. Non, le vrai défi aujourd'hui, c'est d'éduquer nos populations, c'est de faire œuvre pédagogique. Et j'ai d'ailleurs vu le commandant de compagnie des Hauts Plateaux en train d'éduquer, en train de dire aux gens, mais ce sont vos impôts qui achètent les tenues que nous portons. Ce sont vos impôts qui équipent l'armée. Nous sommes là pour assurer, nous sommes des forces de maintien de l'ordre. Nous assurons la sécurité des institutions. Nous ne sommes pas là pour tirer sur vous. Et c'est cela, c'est cette éducation à la citoyenneté qui doit prendre le pas aujourd'hui, le réarmement moral. Avec le ministère de la Jeunesse, nous accompagnons le président Paul Biya dans cette œuvre de réarmement moral de notre jeunesse. Les actions des organisations de la société civile comme les vôtres, ce Jean-Blaise Bouette, est-ce que le président Paul Biya aussi n'a pas quelque chose à faire pour calmer la situation? En dehors des initiatives des organisations de la société civile ou bien de certains dirigeants, de certains chefs traditionnels, qu'est-ce que le président Paul Biya lui-même peut faire? Je pense que déjà, je félicite le président de la République pour cette victoire. En même temps, je félicite également tous les acteurs politiques qui ont accepté de participer à ce processus électoral. Et aussi à celui-là, mon frère et ami Issa Chiroma, à lui aussi, je dis, cher aîné, cher grand frère, toutes mes félicitations d'avoir accepté de participer à cette élection présidentielle, à laquelle on connaît le vainqueur, on connaissait déjà le vainqueur parce que moi-même j'étais candidat à cette élection présidentielle et d'une manière injuste, mon dossier a été écarté, mais cela ne m'a pas empêché d'avoir cet amour pour la nation, pour notre peuple. Et je pense que à un moment donné, il faudrait se mettre au-dessus de son ego et se dire qu'en fait, quand on entre en politique, lorsqu'on est un homme politique, on a choisi un sacerdoce. Sacerdoce, ça veut dire qu'on s'oublie soi-même, on pense au peuple, on pense à la nation et on voit comment on peut apporter notre contribution dans le développement. Donc, cher aîné, M. Issa Chiroma, aujourd'hui, cette page est tournée. Comme le disait le professeur tout à l'heure, il n'y a aucun recours possible après la décision de la Cour constitutionnelle. Moi, d'ailleurs, lorsque mon dossier a été rejeté,
j'avais eu l'intention d'aller jusqu'à la Cour internationale de justice pour déposer une plainte. Mais au regard de l'engagement que j'ai pris pour notre nation, pour le peuple, apporter ma modeste contribution, je me suis dit que ces jeunes-là, on a plutôt à leur apporter du travail. Donc, avant que je ne rentre dans cette campagne présidentielle, j'ai été rencontrer des investisseurs en Europe, un peu partout. J'ai rencontré des financiers, on a un projet qui est là. Et je me suis dit qu'il était important d'apporter ce projet au système actuel, à la personne qui sera là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'apporte un soutien stratégique qui n'est pas qu'un soutien politique. Donc, je voudrais apporter au président de la République ce que je peux faire, ce que je sais faire, et les partenaires qui sont autour de moi, qui sont les industriels, qui peuvent apporter aussi leur contribution. Donc, monsieur le président Issa Chiroma, s'il vous plaît, tous, vous êtes engagés à faire de la politique pour le peuple. Aujourd'hui, la page est tournée. Il y a eu assez de morts comme ça. Il y a eu assez de dégâts. S'il vous plaît, invitez vos militants à reconnaître cette victoire. Mettons-nous ensemble et qu'on continue ensemble. Mais des cas à Konose, quand on voit justement ces jeunes qui sont tombés, comme on l'a évoqué, est-ce que ça ne donne pas une victoire? Est-ce que ça n'atténue pas un peu l'effet de jubilation qu'il devrait y avoir après cette victoire du président Paul Biya? Pas du tout, ça n'atténue pas et ça n'a même pas atténué. Vous avez vu les célébrations partout. Là, on a des images de ceux qui essayent de casser, mais il y a beaucoup d'images aussi de ceux qui ont célébré la victoire de leur candidat, que ce soit dans les RDPC ou alors toute la jeunesse qui a voté pour le président. On ne va pas prendre ces jeunes qui cassent comme les champions de la jeunesse camerounaise. Non. Vous n'avez pas vu les jeunes étudiants, vous n'avez pas vu les jeunes médecins, vous n'avez pas vu les jeunes avocats, vous n'avez pas vu les jeunes commerçants. Au contraire, c'est eux qui étaient victimes, mais ils ne pouvaient pas sortir parce qu'il y avait cet échantillon de jeunes tirés au quartier ou n'importe où. Même ceux-là, je refuse de les stigmatiser. Je pense que c'est des naïfs, il y a beaucoup de naïveté et certains qui prennent ça comme un jeu. Vous voyez, certains se disent, wow, on voit quelqu'un rentrer avec un carton de poisson, l'autre aussi, quoi que c'est un amusement, il y va, il se dit qu'il va trouver un petit intérêt. C'est tout ça qui peut pousser, pour motiver ces jeunes de le faire. Il n'y a pas une idéologie. Si vous regardez bien, les jeunes qui cassent, il n'y a pas une idéologie qu'ils sont en train de défendre. Vous voyez? Non. C'est des jeunes. La preuve est que les gens sont obligés de leur donner de l'argent pour aller le faire, alors promettant qu'il y aura un bonus. Quand vous aurez cassé une boutique, il y aura un bonus. Donc, il n'y a pas une idéologie là-bas. Premièrement, je dis donc, ce n'est pas l'échantillon de la jeunesse camerounaise qui s'exprime là. Et de deux, ceux qui y vont sont des jeunes naïfs qu'on réussit à tromper. Il n'y a pas une idéologie, il n'y a pas une revendication réelle qu'ils ont derrière ces casses-là. Donc, et aussi, je déplore quelque chose quand même, parce qu'il faut quand même avouer, il y a des images, on voit les jeunes qui cassent, mais reconnaissons que depuis hier, il y a quand même un calme. Il n'y a plus les casses, l'intensité n'est plus la même. Il y a beaucoup, ça circule déjà presque partout. Et c'est là où M. Chiroma a trouvé l'occasion hier soir de demander encore aux jeunes de sortir. Heureusement, je vois que les villes où il a demandé qu'il y ait des descentes, il n'y a pas eu de descentes. Nous sommes arrivés ici, on ne sortait pas du même endroit, mais chacun est arrivé ici là sans rencontrer des castes. Isaac Bissala, il y a des acteurs politiques qui plaident pour la liberté de manifestation, pour des libertés de manifester lorsque cela se fait dans un cadre, disons, pacifique. Parmi ces jeunes qui revendiquent, on a vu des gens qui mettent des pancartes, qui crient Issa Chiroma président. Il y a tout de même déjà eu le verdict du Conseil constitutionnel, on a dit qu'il n'est pas susceptible de recours, mais on a comme l'impression que la confiance de certains citoyens s'est érodée. La confiance de certains citoyens dans les institutions s'est érodée à la faveur de ce scrutin avec des présomptions de falsification de la vérité des unes. Comment renforcer la confiance des citoyens dans les institutions? Merci. Je vais d'abord vous dire que le Cameroun n'a pas encore répondu à la question, c'est de savoir pourquoi en sommes-nous arrivés là. C'est là où je demande aux Camerounais, à chaque fois que quelque chose se pose quelque part, qu'on essaie de répondre à cette question, pourquoi en sommes-nous arrivés là. Et je pense que en 1945, je vous parle en tant que syndicaliste, nous avons eu les événements de 1945, et il y a eu près de 200 morts. Nous avons eu les événements de 1955, il y a eu des morts. Nous avons eu
des événements de 59 en 75 au Cameroun, il y a eu des morts. Nous avons eu des événements de 90, il y a eu des morts. Nous avons eu des événements de 2008, il y a eu des morts. Et nous sommes aujourd'hui en 2025, il y a des morts. Il faut que vite le Cameroun essaye de répondre à cette question, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que le plus souvent, ce n'est pas d'accuser les gens qui commettent, mais c'est de vous poser la question, pourquoi ces gens-là le font? Et vous allez trouver beaucoup de causes. Nous, au syndicat, c'est des choses que nous luttons pour essayer de voir, d'éviter. Il faut tout faire pour éviter. Et nous, lorsque des gens cassent, on ne va pas les laisser casser. Vous savez que pour casser, je disais à quelqu'un que j'ai connu au syndicat, c'est notre métier, les manifestations. C'est notre métier de manifestation. Et lorsque vous organisez des manifestations, vous savez que dans nos milieux, il y a des radicaux, il y a des intermondialistes, il y a des gens qui viennent derrière votre manifestation porter des coups. Et il y a même des fois, ce que les gens ne savent pas, des gens, vos opposants qui viennent commettre des trucs pour vous mettre sur votre dos. Je pense que vous êtes très jeunes, mais si vous avez suivi ce qui s'est passé vers les années 59 à 75 dans la zone Bassa et Bamileke, on vous dira que on mettait des choses sur le dos des nationalistes comme si c'était eux qui faisaient. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais donc à un moment donné, on essaie de les mettre sur le dos des uns et des autres. Mais je vous dis ici, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent qu'il faut qu'il y ait la paix. Et la paix, c'est éviter beaucoup de choses. On arrive à la paix parce qu'on a évité beaucoup de choses. Et la professeure parlait tantôt l'éducation. Vous savez, et lui, il a dit un mot, l'idéologie. Quand vous regardez le débat politique au Cameroun, le débat politique au Cameroun est devenu individualiste. Après, il est tombé dans le tribalisme. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a aucun débat. On ne met pas les gens autour de la table pour que les gens présentent les programmes et pour que les gens sachent exactement que voilà ce que je propose. Je fais l'économie de la gauche, je fais l'économie de la droite. Moi, dans mon économie de la gauche, voilà ce que je peux faire pour que le Camerounais trouve du travail et va le sauter de la droite. Pourquoi on cite les noms des gens? Paul Biya, Tiroma, Kamto, Krabalibi, ceci, cela, on passe le temps. Et à chaque fois que vous avez cité les noms de ces gens, ce qui veut dire que vous n'avez pas cité le nom d'un individu, mais vous avez cité le nom de tous ceux qui sont derrière cette personne-là. Et si vous avez mal parlé de ces personnes, les gens vont se dire, ah, comme c'est notre frère, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Exactement quand vous voyez ce qui est en train de se passer là aujourd'hui, c'est... J'ai vu hier un jeune homme à Nouvelle qui disait, il n'y a pas la guerre entre les chrétiens et les musulmans. Mais ce monsieur-là, il sort d'où? Qui lui a dit qu'il y avait une guerre entre les musulmans et les chrétiens? Ça sort d'où ça? Donc chacun se met à dire du n'importe quoi. C'est peut-être la liberté. Alors maintenant, La Nouvelle, en fait. maintenant, Il est au quartier à Oussa. Je suis là à Nubel. Nubel, c'est ma première circonscription politique d'enfance. Vous arrivez à Nubel, il y a beaucoup de musulmans là-bas. Et c'est une zone cosmopolite. Donc, quand vous arrivez, les gars ont dû mettre ça en avant. en Comondo, autre chose, ce sont des gens qui vivent ensemble. Et Madame Lelin est une chrétienne, en fait. C'est pour ça que c'est revenu en surface. Vous comprenez le problème. Donc, moi, j'ai été élevé dans une ville industrielle, la première ville industrielle du Cameroun. Je vais vous dire tout ça ici, tout de suite, que je n'ai pas su, jusqu'en classe de 4e, je n'ai pas su que les Bamileke venaient de l'Ouest. On nous avait dit à l'école primaire que là, tu es né, c'est ton village. Donc, j'ai toujours pensé que nous étions ensemble, des frères et tout ça là. Donc, maintenant, pour répondre à votre question en 30 secondes. Oui, mais pour répondre à votre question de manifestation, allons-y. Les manifestations doivent être autorisées. Je crois que toutes les organisations internationales
personne n'a interdit les manifestations, que ce soit les manifestations politiques ou bien sociales. Mais ce qu'on demande, c'est que les manifestations doivent être pacifiques. C'est bien compris. 1 minute et puis... Ça a été tout sauf pacifique. Hein? Ça a été tout sauf pacifique. On a vu le candidat Issa Chiroma se lever un matin et demander des manifestations pacifiques. C'est à se demander, ce ministre de la Communication qui a été mon patron, comment il a fait pour changer si vite. Parce que moi, je ne me retrouve pas en lui. Je connais la pensée politique, sa vision de paix. Mais c'est comme si officiellement on dit des marches pacifiques, mais en dessous, beaucoup de choses sont orchestrées. Je souhaiterais en 1 seconde remettre le débat sur la place et dans son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas citer 2008. 2008, c'était la grève de la faim et les hommes politiques ont torpillé et c'est devenu ce que c'est devenu. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, on ne peut pas dire que c'est parce que ces jeunes qui pour la plupart ont 16 ans, 17, 18 ans, instrumentalisés, qui ne savent même pas pourquoi on les envoie en route cassée. Et ils se retrouvent à aller piller, à aller voler, à aller vandaliser les boutiques. On ne peut pas dire qu'ils savent qu'ils sont là pour une cause politique. Donc, alors, lorsque le syndicat, par contre, s'est levé pour la cause des transporteurs urbains, lorsqu'on a augmenter le prix du taxi, du transport, par exemple. Lorsque vous vous êtes levé pour défendre le panier de la ménagère, il y a eu concertation, dialogue social avec les ministres en charge et tout s'est bien passé. Donc, lorsqu'il y a une cause citoyenne à défendre, effectivement, cette cause est désamorcée et les solutions sont trouvées à travers des tables de concertation et on a bien vu comment ça s'est terminé. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes là pour parler de ces jeunes qui descendent dans les rues et qui, dans leur tête même, ne savent même pas pourquoi on veut les utiliser comme des balles à canon. Alors, heureusement que notre armée... Sans objet, finalement. Oui, c'est sans objet, enfin, de notre point de vue. De mon point de vue, je pense que moi, j'aime pas ressasser le passé. Voilà, aujourd'hui, les questions de président a un nouveau mandat, une nouvelle confiance du peuple. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre, et urgemment. Ces jeunes-là qui sortent, beaucoup sortent des écoles, ils n'ont pas de travail. Beaucoup se retrouvent sur des mototaxis alors qu'ils ont des doctorats, des licences, ainsi de suite. Beaucoup de ces jeunes sont au quartier et ils voient les enfants mourir. Les enfants, ils se lèvent le matin. Les enfants n'ont ni à manger, ni à... C'est ça. Et les gars se disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes morts. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec en plus tous les problèmes que nous avons d'infrastructure, les routes, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Autant de problèmes qu'il faille forcément résoudre le plus rapidement possible. Et je pense que ce mandat du président de la République, le défi, ce que nous apportons, ce qu'on a promis au président, c'est d'apporter notre contribution afin que l'homme politique ou le partenaire politique ou l'allié politique ne soit pas qu'un allié politique qui vient, qui applaudit, qui est politique. Non, on apporte ici une contribution stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes-là qui cherchent du travail, qui sont dans les quartiers, qui à la limite n'ont pas de moyens pour aller, pour exister, donc à ces jeunes, on leur dit, on vous apporte là le mandat du président. Ça va être un mandat forcément qui va être un mandat. Il sera entouré de technocrates, parce que ça ne devra plus être seulement des hommes politiques qui viennent applaudir ou des récompenses qu'on donne, mais des personnes qui apportent au président de la République des solutions. Et qu'on aille chercher ces solutions, qu'on trouve des emplois. On a beaucoup de richesses au Cameroun, il faut les industrialiser, il faut les transformer, il faut aller chercher des industriels. Il faut qu'on puisse apporter demain des solutions à ces jeunes-là qui attendent, qui n'ont plus d'espoir. Il faut leur redonner espoir. Donc je pense qu'en fait, il y a quand même des problèmes. Pourquoi ils descendent? Il y a beaucoup de problèmes. Et quand tu as connu les attentes de certains citoyens pour le renouvellement de certains dirigeants, on a vu ici le dernier septennat qui est passé et même le septennat précédent, des ministres qui sont restés en fonction longtemps. Est-ce que ce renouvellement de la classe dirigeante peut avoir un impact positif sur les attentes de la population de manière générale pour ce nouveau septennat?
Puis bon, moi, je pense que les attentes, n'est-ce pas, ou trouvent des solutions quand il y a des personnes compétentes, des personnes engagées à travailler. Je ne sais pas ce qu'on appelle le renouvellement, c'est-à-dire est-ce qu'il faut changer des gens, est-ce qu'il faut changer l'âge des gens qui travaillent, je ne sais pas. Changer des gens qui sont en poste. Changer des gens qui sont en poste, ce qui est le plus important, c'est qu'on prenne en compte nos revendications, qu'on prenne en compte nos attentes, nous jeunes, les femmes et tout le monde d'ailleurs. Ce n'est pas qu'il n'y a pas que les jeunes et les femmes, tout le monde a des attentes avec la République. Bon, ça c'est les nouvelles personnes, mais qu'il y ait une nouvelle dynamique, qu'il y ait une accélération dans la résolution de nos problèmes. Maintenant, changer les hommes, ça revient de la discussion du chef de l'État. Je ne saurais répondre à ça, mais ce que je sais, c'est que le président est engagé et il va transmettre cet engagement à tous ses collaborateurs, anciens ou nouveaux, pour que nos revendications, pour que nos attentes trouvent satisfaction. Le président de la République, Paul Biya, réélu pour un nouveau septennat, a en tout cas fixé ses priorités dans son discours de campagne tenu le 7 octobre à Maroua. Nous allons marquer une courte pause et nous revenons à l'instant pour la deuxième et dernière partie de cette édition spéciale de l'Africa Newsroom consacrée aux priorités du nouveau septennat. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie consacrée aux priorités du nouveau septennat. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Justine Difo, coordonnatrice nationale du réseau More Women in Politics, Jean-Blaise Gouette, président national du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, Isaac Bissala, président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, et enfin Descartes Akonose, acteur politique représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans cette émission. Madame, Messieurs, je vous propose de suivre cet élément et puis on prend le débat juste après. Nouveau septennat à la tête de l'État camerounais pour le président Paul Biya. Le Conseil constitutionnel a déclaré lundi 27 octobre le candidat du RDPC vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le président Paul Biya place le nouveau septennat sous le signe de la grandeur et de l'espérance, une vision pour consolider la construction d'un Cameroun confiant en son avenir, engagé dans la modernisation de ses infrastructures et attaché à l'épanouissement de sa jeunesse et des femmes. Nous allons faire preuve de plume inventivité et d'ingéniosité pour faciliter l'insertion socio-économique et notre entrepreneuriat de nos jeunes compatriotes. Nous allons davantage professionnaliser les formations dans tous les ordres d'enseignement en vue de meilleure adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Nous devons intensifier nos efforts en matière d'éducation et d'autonomisation des femmes. Il nous faut davantage de femmes à tous les niveaux de réponse. Nous verrons mieux que par le passé au respect de leurs droits et à la protection contre les violences des quotidiennes. Accès à l'eau et à l'énergie, à l'emploi, accès aux soins de santé. Le président compte également relever le défi dans ces secteurs névralgiques qui constituent une grande part des frustrations des citoyens. Le chef de l'État s'est également engagé à mettre un accent sur les infrastructures routières au cours du prochain mandat. Je sais également les attentes qui sont les vôtres en matière d'infrastructures, qu'elles soient routières, énergétiques, éducatives ou sanitaires. Beaucoup a été créé en la matière, ici et ailleurs. Le réseau de routes bitumennes a cessé d'augmenter au fil des années et se situe aujourd'hui à près de 10 700 km. Ces efforts vont se poursuivre. Le président Paul Biya a désormais le défi de consolider la foi des citoyens dans un Cameroun, pilier économique dans la sous-région CEMAC et modèle de paix et de cohésion en Afrique, malgré ses complexités culturelles. Avec la percée de l'opposition, le vainqueur du scrutin du 12 octobre 2025
doit aussi garantir une gouvernance inclusive et veiller à créer plus d'opportunités pour les jeunes qui aspirent à se réaliser et à jouer un plus grand rôle dans la gestion des affaires publiques. Isaac Bissala, le président Paul Biya a mis les jeunes en avant dans son programme ou son projet de société pour ce nouveau mandat, pour ce nouveau septennat. Donc, nous le rappelons, la jeunesse, les jeunes de moins de 35 ans, c'est plus de 65% de la population. Les chiffres officiels indiquent que le chômage touche moins de 10% de cette population, mais le taux de sous-emploi serait à plus de 70% de la population active. Comment pouvoir canaliser ce potentiel démographique et créer des emplois décents pour ces jeunes? Merci. Je crois que la première des choses, comme je l'ai dit, il faut changer le système éducatif du Cameroun. Nous devons passer de l'éducation sociale à l'éducation et le développement. Depuis 1960, nous avons adopté une éducation sociale. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que nous formons les jeunes sans jamais savoir si nous devons les utiliser après leur sortie d'école. Aujourd'hui, nous devons plutôt parler d'éducation et de développement parce que si nous formons un jeune, nous devons savoir que l'économie aura besoin de ces jeunes. Et là, nous aurons moins de jeunes qui seront dans le chômage. Vous voyez aujourd'hui, quand vous regardez les universités, je discutais l'autre jour avec le municipal et certains lecteurs, vous voyez certains filières, vous devez vous poser la question de savoir, mais on nous amène cette filière ici pour faire quoi? Qui va utiliser ces jeunes-là qui sont avec des masters, des doctorats, des ceci, cela, ils sont là en route. Donc, il faudrait, deuxièmement, à ce qui concerne l'économie, il faudrait qu'on essaie de choisir rapidement au Cameroun si nous voulons l'économie capitaliste ou bien nous voulons l'économie communautaire. Nous sommes un pays agricole. Nous ne sommes pas un pays industrialisé comme tous les autres pays. Donc, il faudrait qu'on essaie de choisir rapidement et nous voulons qu'il y ait l'économie communautaire. Parce que si vous regardez très bien aujourd'hui, les villages se vident. Les villages se vident et tout le monde se retrouve dans les villes. Et c'est le système capitaliste pour que les gens viennent en ville s'amasser et consommer particulièrement ce qui se fait au niveau des villes. Mais par contre, il faudrait qu'on renverse maintenant la pyramide en disant nous allons développer la zone rurale pour maintenir beaucoup de personnes dans la zone rurale et ceux qui ne viendront en ville, ce ne seront que des personnes qui seront aptes à apporter quelque chose au niveau des villes. Tant que nous n'allons pas le faire et que nous aurons des jeunes de plus en plus qui vont quitter les villages pour venir rester en ville, à ne rien faire, nous risquerons toujours de nous retrouver dans cette situation à regretter un jour. Jean-Blaise Bouet, qu'est-ce qu'on fait pour créer plus d'emplois décents pour cette population-là, pour cette grande partie de la population qui aspire aussi à s'épanouir et à se réaliser et qui manque d'opportunités? Le président a tracé une vision dans la vidéo que nous venons de voir. Et cette vision-là, ce sont les collaborateurs du président. C'est pour ça que, pour revenir d'ailleurs à ce qu'il disait tout à l'heure, les collaborateurs du président, des hommes, voilà, il faudrait que ce soit des personnes. Est-ce que le président c'est un visionnaire? Malheureusement, ce sont les collaborateurs du président qui l'ont toujours trahi. Ces collaborateurs. On a plusieurs qui sont dans les prisons, et ainsi de suite. Donc, je pense que très prochainement, là, c'est un mandat de défi. Et à ce mandat, le président devait forcément préparer les lendemains après lui. Et ces lendemains-là, il faudra que le Cameroun puisse se mettre sur l'autoroute pour pouvoir effectivement avoir autour du président des hommes qui peuvent impulser. Il parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé au Cameroun depuis. Ce n'est pas la faute du président de la République, c'est la faute aux collaborateurs qui entourent le président et les hommes d'affaires aussi. Donc, il faudra créer des opportunités pour ces hommes d'affaires qui viennent investir au Cameroun et puis aussi mettre en place un cadre qui favorise effectivement que les gens, au lieu d'aller
créer délocaliser en Europe, au lieu que Europe, États-Unis, ainsi de suite, qui délocalisent pour aller créer des industries en Chine et autres. L'Afrique a tout. Nous avons tout ici chez nous. Donc, il faudra forcément des gens autour du président qui vont chercher ces investisseurs-là et qui les ramènent ici pour leur dire, venez au Cameroun, il faudra, à partir d'ici, nous avons toutes les matières premières. Ces matières premières qu'on exporte. Donc, il faudra les transformer sur place, amener ici, les transformer sur place et créer des emplois, amener des investisseurs ici au Cameroun, mettre en place des entreprises, des industries dans des zones industrielles dans lesquelles ici ils peuvent produire et réexportent vers les États-Unis, vers la Chine, vers l'Europe, ainsi de suite. Donc il faut effectivement des hommes et des femmes autour du président. Là aussi, vous parliez tout à l'heure des femmes présentes et engagées dans sa vision à mettre en lumière des femmes. Ça fait partie aussi de nos engagements. Parce que la femme est la meilleure gardienne de la chose publique. On va laisser le professeur Justine Difo réagir à cette question pour les femmes. Elle œuvre depuis de nombreuses années dans ce domaine. Mais avant de vous passer la parole, professeur Justine Difo, Descartes a connu un mandat de rupture ou de continuité sur les questions des jeunes, d'insertion professionnelle des jeunes, d'éducation, de formation professionnelle. Est-ce de la rupture ou de la continuité sur les programmes qui sont déjà en cours? La continuité, je vais répondre sans réfléchir, la continuité. Ce qu'on ne dit pas, c'est que nos universités ont déjà beaucoup de filières professionnelles. Notamment les nouvelles universités sont même spécialisées dans beaucoup de filières qui dont à la sortie des étudiants sont prêts à travailler, prêts à créer des entreprises. C'est le style d'université que nous avons déjà. Et même à partir du secondaire, l'enseignement technique existe au Cameroun. Et même dans l'enseignement secondaire, il y a des filières techniques. Déjà à partir de la seconde, il y a la filière TI pour les TIC. Il y a les centres de formation au métier qui existent partout au Cameroun. Donc, on va continuer ce qui est déjà fait. La professionnalisation au niveau de la formation est déjà disponible. Mais il faut accroître, évidemment. Et maintenant, il faut trouver la bonne jonction entre ce qu'on forme et maintenant, où est-ce qu'on les accueille? À ce niveau, l'État aussi ne peut pas tout faire. Permettez-moi, allez-y. Il y a les entreprises étatiques, il y a les programmes que l'État met en œuvre pour favoriser le taux d'emploi, mais j'interpelle aussi les investisseurs camerounais, les hommes d'affaires du Cameroun. Vous savez, nous avons des grands hommes d'affaires qui investissent dans beaucoup de choses, c'est-à-dire, j'ai l'impression, je ne leur fais pas un procès, mais beaucoup sont des grands importateurs ou exportateurs, c'est-à-dire, ils vendent des choses en gros. Peut-être que c'est plus facile à faire, ou alors c'est plus facile à l'investissement, mais je demande aux hommes d'affaires de faire confiance à la jeunesse camerounaise, c'est-à-dire de prendre le risque de pouvoir investir sur des producteurs camerounais, le Made in Cameroun. Il y a beaucoup de jeunes camerounais qui ont des talents dans beaucoup de domaines, que ce soit l'artisanat, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'agriculture, ou alors dans la transformation des produits agricoles, ou même l'élevage autre. Beaucoup, allez voir quand il y a des salons qui organisent, des foires d'exposition, vous verrez que beaucoup font des recherches, beaucoup produisent, mais qu'est-ce qui leur manque? La capacité de produire en quantité pour que ça devienne une entreprise, pour que ça devienne une industrie et recruter d'autres. Parce qu'un Camerounais qu'on finance, un projet financé, d'un jeune qu'on finance, il va commencer avec certains, 2 ou 3 qu'il va recruter, 2 ou 3 va devenir 10, 20, 15, et c'est comme ça qu'on lutte contre le chômage. Voilà, c'est ça que tel que le président l'a dit. La véritable lutte contre le chômage va passer par l'auto-emploi. L'État fait déjà les formations. L'État crée déjà des programmes, mais nous aussi, nous qui avons des moyens, des possibilités, pensons à cette jeunesse-là, que chacun, quand il peut, regarde comment est-ce qu'il peut financer, accompagner la jeunesse camerounaise, ceux qui ont du talent, ceux qui ont des produits, à pouvoir transformer en entreprise. Professeur Justine Difo, le président a beaucoup mis l'accent sur les jeunes, mais aussi et surtout les femmes. Les femmes représenteraient actuellement 33% des députés, 26% des maires selon Elecam. Quelle place pour les femmes dans le nouvel agenda politique du président Paul Biya et comment faire pour leur donner une plus grande participation à la vie publique? Ou comment les inciter? Ok, merci beaucoup. Permettez-moi de dire un mot sur les jeunes pour ne pas oublier. En fait, mon jeune frère a mis le doigt sur la question. L'État a mis en place des programmes, d'énormes programmes, et il a hésité à parler de rupture
Mais à vrai dire, j'aimerais dire rupture dans la continuité. Rompre avec ce qui n'a pas marché, avec l'inertie. Le chef de l'État a souvent décrié cette inertie, même de la part de la jeunesse. Je travaille aujourd'hui, j'ai créé une université privée d'enseignement supérieur centrée sur la professionnalisation. Les jeunes ne sont pas au courant de tous les programmes qui existent au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. La carte biométrique jeune compétent du ministère de la Jeunesse, ils ne sont pas au courant. Alors, à qui la faute? La jeunesse est moulée à la sécurité du matricule. Ils sortent même de ces universités professionnelles et veulent aller faire des concours. C'est dramatique. Nous organisons des masterclass tous les mois et nous découvrons des choses, nous entendons des choses. Quelqu'un qu'on vient de sensibiliser sur un thème comme au-delà des diplômes, des certifications internationales, il revient me dire, maman, je vais faire le concours de l'ENA. J'ai dit, mais attends, on vous a parlé pendant des heures, on croyait vous sensibiliser, travailler sur votre mindset. Le chef de l'État ne peut pas tout faire. Les programmes sont là. Nous devons nous approprier ces programmes et amener la jeunesse et les femmes, et je transite, à saisir l'opportunité de ce septennat de grandeur, ce septennat de l'espérance. Grandeur en ceci que, oui, le chef de l'État est un président qui promeut la grandeur et l'excellence. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il est passé de je m'engage à faire de l'égalité entre les hommes et les femmes une réalité à je m'engage à faire de l'institutionnalisation de l'approche genre une réalité au Cameroun. Il a même parlé de la parité en 2018. Aujourd'hui, dans son discours, il dit qu'il accordera aux femmes davantage, il permettra aux femmes à être... Non, il accordera davantage de femmes, il nommera davantage de femmes à tous les niveaux de responsabilité, à tous les niveaux de responsabilité. Vous avez cité les postes électifs. C'est très important parce que nos lois sont faites de façon inclusive, dans le respect de l'équité. Et ce sont ces béquilles institutionnelles qui sont symbolisées par la prise en compte du genre dans le code électoral. Nous avons au moins 6 dispositions dans le code électoral de 2012 qui intègrent le genre comme un levier obligatoire sur les listes de candidats aux différents scrutins de liste. Une liste qui n'a pas de femmes est automatiquement rejetée. C'est à la faveur de cette loi que nous avons 35% de femmes à l'Assemblée nationale, 33% au Sénat. Et nous disons ceci que si nous croyons et nous nous engageons, le président l'a dit, nous devons aussi engager les femmes à donner corps et étoffe à cette vision du chef de l'État. Mais ce qui devrait être fait en priorité, parce que vous nous avez appelés pour ça, l'un des grands défis de ces engagements, c'est que voilà la loi électorale de 2012 qui n'a pas de décret d'application. Je parie sur la tête de mon père que je n'ai pas connu qu'on n'aurait pas eu tant de désordre dans l'interprétation du code électoral s'il y avait eu un décret d'application. On m'a demandé sur un plateau pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de garder 15 jours entre l'élection et la proclamation des résultats. J'ai dit oui, parce qu'il faut éviter les erreurs matérielles. Qui va vite, va trop mal en besogne, recommence. Et c'est là où les accusations, les suspicions vont s'installer. Mais s'il y avait eu ce décret d'application, le Camerounais aurait compris très rapidement pourquoi les modalités d'application de la loi de 2012, la loi électorale. Aujourd'hui, en représentant les femmes, je voudrais porter la voix des femmes et c'est ce plaidoyer que nous faisons depuis 2012. Nous voulons que le président de la République adopte ou proclame soit par voie d'ordonnance, soit par voie de décret d'application, un texte qui explique les modalités de mise en œuvre du genre dans le code électoral. L'article 298, oui, c'est un aspect très important. Les lois sans décret d'application du temps du Premier ministre Philémon Yan, il l'a dit, toute loi doit monter à la primature avec un décret d'application. Je vais très vite. Non, c'est une béquille juridique institutionnelle très importante.
le décret d'application, l'article 298, doit être mis en mouvement pour qu'un texte réglementaire vienne donner raison au président de la République en 2026. Sinon, on verra encore les listes de candidats à la mairie avec 35 femmes, avec 35 candidats et une seule femme, et on dira que le genre est respecté. Et on fera mentir au président de la République qui a dit que son souhait est qu'il y ait plus de femmes à tous les niveaux de responsabilité. Cela est très important. S'agissant des jeunes, je sors par là. La professionnalisation, oui, ça nous regarde, c'est notre problème à nous tous. Et nous, à l'Association des institutions privées d'enseignement supérieur, nous venons de créer une banque des IPES pour financer les meilleurs projets des jeunes qui doivent entrer à l'université de production. Pas de diplôme, mais université de production de l'emploi dans l'adéquation, formation, emploi, professionnalisation. Ces étudiants doivent eux-mêmes entrer à l'université avec des idées de projets pour qu'à la sortie, les meilleurs projets soient financés par cette banque que nous avons mise en place. Donc, c'est une question que nous devons porter ensemble pour que les engagements du président de la République dans ce septennat prennent toute leur valeur. Les acteurs doivent aussi œuvrer à sensibiliser, à informer les jeunes. Évidemment, comme nous le faisons. Merci pour ce plateau. C'est un grand défi, justement, l'accès à l'information. C'est ça. Sur l'accès à l'information des jeunes sur des programmes qui les concernent. Le président de la République, Paul Biya, a parlé des jeunes, des femmes, mais aussi de la question des infrastructures, les infrastructures routières. Isaac Bissala, je viens avec vous sur ce point. Il a évalué le réseau routier, le réseau des routes bitumées, 10 700 km actuellement, mais il y a de gros problèmes d'entretien. Il y a beaucoup de difficultés dans la mobilité interhumaine. Quitter Yaoundé, Douala, malgré les projets en cours, on fait toujours 5, 6, 7 heures. Des difficultés aussi de mobilité urbaine. Quelles devraient être les priorités dans l'ensemble des défis qu'il y a dans le domaine des transports routiers? Alors, je disais tantôt que les villages, c'est vide parce que les jeunes ne peuvent plus rester là au village, à ne rien faire. Ils viennent dans les villes tout simplement parce qu'il manque des infrastructures routières. Et c'est un problème. Mais les infrastructures demandent des fonds. Comprenez? Et il faudrait qu'on le sache au Cameroun. C'est vrai que nous avons des possibilités de nous endetter. Nous sommes à 39%. Nous avons le problème. Mais le problème que je pose aujourd'hui, c'est comment s'endetter et avoir des possibilités de rembourser. C'est ça le problème. Et je pense que nous pouvons augmenter notre taux d'infrastructure au Cameroun si et seulement si nous nous mettons au travail. Parce que le problème du Cameroun, c'est le travail. Vous comprenez? Il faudrait que les gens comprennent que nous pouvons nous développer que lorsque nous travaillons. Lorsque vous êtes dans une entreprise, je le dis souvent aux travailleurs, lorsque vous êtes dans une entreprise, ne pensez pas que vous travaillez pour vous, mais pensez que vous travaillez pour une république. Donc, ce que vous faites là, il y a d'autres personnes qui doivent en bénéficier. Il faut travailler dans ce pays. Il faut qu'on mette les gens au travail dans ce pays. Les gens ne travaillent pas dans ce pays. Donc, moi, je pense qu'il nous faut des moyens. Lorsque nous allons augmenter notre productivité va capter les investissements directs étrangers parce que lorsqu'on appelle un investisseur étranger de venir dans un pays, il essaie de voir si j'apporte un franc là-bas, je peux gagner combien. Alors, mais s'il dit j'apporte un franc, je le perds, il ne viendra pas. Donc, il faudrait qu'on démontre que nous sommes des grands producteurs, que nous travaillons et comme ça, les gens viendront investir au Cameroun. Jean-Blaise Goued, les besoins en infrastructure dépassent officiellement 10% du PIB par an, selon la Banque mondiale. Comment mobiliser durablement les fonds sans alourdir pour autant le poids budgétaire pour faire face aux besoins, notamment dans les infrastructures? Que le premier problème que le Cameroun a, c'est de mettre des hommes au travail. C'est de mettre en place, autour du président, un grand ministère qui s'occupe de ces travaux publics et qu'on mette au-dessus des personnes. Faire des routes telles que notre autoroute là ne nécessite pas forcément que le Cameroun sorte de l'argent. On peut trouver des investisseurs. Un investisseur qui vient effectivement réaliser l'autoroute par exemple. À cet investisseur-là, on fait un contrat. Donc l'autoroute, ça génère de l'argent. Il y a des stations d'essence.
il y a des services, ainsi de suite sur l'autoroute là. Donc, la personne viendra investir son argent, le Cameroun ne pourra rien sortir du tout. Et ensuite, son investissement sera amorti sur un certain nombre de temps. Voilà. Donc, il faudrait autour du président des personnes qui peuvent effectivement, je suis désolé, mais comme il le disait aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette les Camerounais au travail. Et il faudra que lorsqu'on s'engage à travailler pour la nation, qu'on s'oublie soi-même. Mais ici, les gens parfois, ils préfèrent tout de suite commencer à construire des châteaux, ouvrir les comptes en banque dans les paradis fiscaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'argent qui devrait servir à réaliser des choses, et à rien du tout, rien n'est fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement, comme il le dit, qu'il y ait aussi plus de réformes de gouvernance, de transparence financière, que l'accent aussi soit mis sur ces points pour pouvoir mieux gérer les projets et les fonds pour le bénéfice des citoyens? Oui, dans tous les domaines, même pas seulement les infrastructures, la transparence est requise. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'institutions qui luttent contre la corruption, qui forcément freinent beaucoup de projets. Mais il faut quand même dire, quand on ne faut pas seulement dire que les gens ne travaillent pas. Quand le président parle de 10 000 km de goudronnées, les gens regardent seulement, peut-être disent non, l'autoroute de Douala n'est pas terminée, comment pas dire, mais non, il y a beaucoup d'arrondissements qui n'étaient pas reliés par le goudron, aujourd'hui qui sont reliés par le goudron. Reliés dans les départements, ça circule déjà beaucoup. Ça dit qu'il y a quand même des gens qui travaillent. Mais quand les gens travaillent, on leur demande de faire mieux, on leur demande de faire plus. Le président lui avait reconnu que les fonds que nous mettons sur les routes ne sont pas toujours proportionnels au travail fait sur le terrain. Ça veut dire qu'entre ce qui est déployé et ce qui tombe comme résultat, il y a un gap. C'est ce gap-là qu'il faut combler. Tout le monde doit s'y mettre à toutes les échelles. À toutes les échelles. Le président a déjà fait ce qu'il a à faire. Le président fait déjà assez. Il a notre confiance. Maintenant, il faut que ceux qui collaborent avec lui à toutes les échelles. Parce que quand on dit collaborateur du président, les gens voient seulement le ministre et le directeur. Mais non, tout le monde. Même celui qui exécute le chantier à son plus petit niveau. Si on l'envoie acheter 2 sacs de ciment, qu'il achète 2 et qu'il utilise les 2. Tout le monde, à tous les niveaux d'échelle de société, que nous sachions que nous sommes tous, que chacun se considère comme redevable. Voilà. Aux dames, ce n'est pas la discrimination que je fais, mais vu les contraintes, les contraintes de temps, professeur Justine Dufond va vous donner le mot de fin. On va sortir de ces questions. Le Cameroun, on le rappelle, c'est plus de 40% du PIB de la CEMAC. Récemment, il y a un de ses dignes fils, Georges Elombi, qui a été élu à la présidence de Afreximbank, la Banque africaine d'import-export. Au niveau international, comment renforcer l'influence du Cameroun dans une Afrique en mouvement, dans une Afrique en recomposition? Mais vous l'avez dit, à travers une diplomatie d'influence. Elle peut être discrète comme elle peut être ostensible, mais tout le monde connaît la force de la discrétion. Quand en Afrique de l'Ouest, certains pays, pour ne pas créer, mais je le dis pour les féliciter, le Burkina, le Sénégal, le Mali, quand ils font de l'influence, ils préparent leurs éléments pour des grands postes à l'international. Ça, c'est connu. Ils ont une cellule de la stratégie de la diplomatie internationale qui fait de la veille pendant des années pour cibler, traquer les postes à l'international et accompagner leurs nationaux, leurs citoyens à ces grands postes. Oui, nous tenons à féliciter notre compatriote, mais en même temps, nous disons ceci, que ces pays que nous venons de citer ne brille pas par certains côtés dans l'appréciation de la gouvernance. C'est un trait d'union très important parce que dans ces institutions internationales, on va regarder les indicateurs de gouvernance et on va se dire, mais attendez, pourquoi mettre tel et pas tel? Il a été là, mais vous oubliez de citer, ce n'est peut-être pas le lieu, certaines institutions où le Cameroun n'a pas été retenu pour telle ou telle raison, et notamment à cause du niveau de corruption à certains niveaux. Il a parlé d'acheter 2 sacs de ciment et utiliser les 2 sacs de ciment. Le détournement des fonds et toutes ces choses-là, la corruption. Il me souvient qu'à l'époque, il y a environ 5 ans, nous avons travaillé sur un projet, une proposition de texte avec l'Union européenne, avec la Banque mondiale et le FMI sur la prévention
et la répression de la corruption. Vous voyez, alors, vous avez des pays qui ont clairement ces textes. Peut-être qu'après la sensibilisation, il faut monter d'un cran dans la coercition et dans la pénalisation ouverte de ces actes pour que les autres pays nous fassent confiance. Donc, en matière de gouvernance, effectivement, nous sommes sur le chemin, nous sommes embarqués et nous savons qu'avec ce septennat qui est un grand défi pour le président Paul Biya, il va prendre d'énormes mesures concrètes pour que les investisseurs internationaux nous fassent confiance. Ce sera le mot de fin de cette édition de l'Africa Newsroom. C'est la fin de cette édition, de cette émission spéciale consacrée aux priorités du septennat. Nous étions en compagnie du professeur Justine Difo, coordonnatrice nationale du réseau More Women in Politics, de M. Jean-Blaise Gouet, président du MP, président national du MPCC. Le MPCC, nous le rappelons, vous avez soutenu le candidat Paul Biya pendant sa présidence et vous vous préparez pour les prochaines échéances électorales. Nous étions également en compagnie de M. Isaac Bissala, le président de l'UGTC, l'Union générale des travailleurs du Cameroun, et de M. Descartes Akonose, qui représentait le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau, dont le candidat président sortant Paul Biya a été réélu à la tête du Cameroun pour 7 ans. Nous vous remercions, madame, messieurs, d'avoir honoré l'invitation d'Africa 24. Merci. Merci beaucoup. Nous vous remercions également d'avoir suivi cette édition spéciale de l'Africa Newsroom. Bonne suite des programmes sur Africa 24.